c'est la nouvelle que l'on attendait. Bienvenue sur e-Radio, la radio de toutes les générations. La divergence entre le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants et certains syndicats pour la reprise des cours, quelles sont les solutions? Les changements au sein de la Sénat et le conseil constitutionnel, quelle lecture en faire? L'exploitation du gaz, du gisement de Teranga Yakar, le départ de BP et l'impact sur le Sénégal. Pour en discuter, l'Air du Temps reçoit Abdourahmane Gaïdé, historien, et Badou Ndaw, écrivain et médiateur social. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 12 novembre 2023 de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur e-Radio 90.3, la radio d'ici et d'ailleurs. Dimanche 12 novembre 2023, bienvenue à l'Air du Temps. C'est un plaisir pour nous d'accueillir dans le studio Abdourahmane Gaïdé, historien, écrivain aussi, et Badou Ndaw, écrivain et médiateur social. Nous allons analyser l'actualité de la semaine. Parmi cette actualité, il n'y a que la divergence entre le conseil académique de l'UCAD pour la reprise des cours. Le conseil demande que les cours puissent se poursuivre en virtuel. Les étudiants refusent et certains syndicats sont contre. Abdourahmane Gaïdé, comment peut-on analyser cette situation, cette divergence à l'université? Les étudiants estiment que l'université doit ouvrir ses portes, certains syndicats le disent. Le conseil académique pense qu'il faut poursuivre certains cours via le virtuel. Merci bien Alassane et merci mon grand frère Badou Ndaw que je ne connaissais pas et qui participe à cette discussion. Vous avez posé une question extrêmement difficile. Je suis confronté à cette question depuis plusieurs années. Nous assistons à quelque chose qui peut même affecter l'esprit même de l'enseignant en tant que tel. Puisque depuis le corona, on sent qu'il y a une distance qui s'est établie et qui veut devenir la réalité de la vie quotidienne. Et personnellement, je suis contre tout ce qui est distanciel. Je ne peux pas écrire ça quotidiennement dans mes posts sur Internet et l'écrire même dans des livres sans pour autant le défendre. Je suis contre vraiment le distanciel, puisque le distanciel tue toute possibilité d'avoir cette sensation du corps auquel nous sommes censés rendre quelque chose. Donc s'il n'est pas là, il va perdre l'électricité, je peux dire, quelque chose d'électrique qui aurait dû accompagner la leçon pour qu'ils comprennent réellement que c'est en présence de visu. Pourquoi je le dis? Puisque j'observe aussi depuis quelques années de manière permanente le fonctionnement du TFS. Je vois que tout celui qui veut aborder le locho doit avoir déjà acquis la totalité de la chose, mais de visu. Puisque si tu arrives là-bas et que tu ne sais pas le faire, c'est ton pantalon rouge qu'on va retrouver sur la côte et les gens vont dire Khana ki gan la. Gan bobu, ce n'est pas l'étranger, mais c'est qu'il est étranger dans la connaissance qui est là de visu. Je crois que ma posture, ma position, c'est que le distanciel tue toute possibilité de sensation. Et ça devient donc une mécanique. Nous ne sommes pas sur des astres. Badou Ndaw, l'université donne comme argument comme étant qu'elle a subi une furie des jeunes, des étudiants, certains d'entre eux, le saccage de cours, le saccage de certaines facultés, et qu'aujourd'hui, compte tenu de toute cette situation qu'il faut régulariser, régler, qu'il faudrait commencer par faire le virtuel avant le présentiel. Oui, bonjour Alassane, bonjour Gaïdé, mon ami et co-débatteur, et bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Bon, mais moi, sur cette question, j'ai des positions un peu tranchées parce que vous n'ignorez pas que moi je suis président d'un mouvement qui s'appelle Yeewulen et que Yeewulen a un programme qui s'appelle le plan Sénégal normal. Et dans le plan Sénégal normal, par rapport à l'enseignement, on a proposé justement cette forme d'enseignement.
à distance. À distance. À distance, comme qui va reproduire le modèle du Centre national d'enseignement à distance. Parce que chaque chose, c'est-à-dire chaque époque a ses réalités. Donc moi je crois que cette nouvelle génération-là a des outils qu'elle utilise. Comme Internet, les comme portables. Internet, comme les portables, les ordinateurs et tout. Donc je crois qu'il faut se déplacer, maintenant qu'il faut changer le mode de communication, se déplacer et les trouver dans leur monde. Et pour cela, il faudrait justement prendre prendre de leur monde et innover dans l'enseignement pour les trouver et faire un lien avec tout ça. Donc moi j'ai même entendu, parce qu'on a des étudiants qui sont, mais quand on leur a parlé, ils ont vu que c'était possible. Et les universités virtuelles ont prouvé qu'effectivement c'était possible. Et moi je crois que ça c'était un test, un pas vers l'enseignement à distance. Et l'enseignement à distance aussi a quelque chose de plus, c'est-à-dire ça démocratise l'enseignement. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut aller à l'université. Moi j'ai fait des disciplines, j'ai fait au moins 6 disciplines que j'ai apprises et par correspondance, parce que je n'avais pas le temps, mais j'avais besoin d'apprendre pour moi-même ou pour mes trucs. Donc il y a une forme de démocratisation de l'enseignement pour ceux qui veulent apprendre, juste pour apprendre par rapport à leur métier, donc s'améliorer dans l'exercice de leur métier, et il y a les étudiants. Maintenant, il faut que tout s'adapte à l'époque. Chaque époque a ses réalités. Donc moi je crois que l'enseignement à distance, c'est quelque chose qu'il faudrait faire pour justement désinstaller des habitudes qui étaient là. L'université ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière. Tout le monde le sait. On ne peut pas venir loger des milliers de bacheliers dans un campus pour dire qu'on crée une interaction humaine ou des choses comme ça. Les jeunes à qui l'enseignement est destiné ne sont pas dans ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Le challenge, c'est quoi? C'est, est-ce qu'on peut enseigner une matière à distance? Quelles sont les chances que l'élève puisse comprendre et assimiler ce qu'on lui enseigne? Moi, j'ai fait l'enseignement par correspondance, j'ai fait des UVS. Quand je suis parti à Saint-Louis et que j'étais à l'université à l'université de Saint-Louis, je faisais des cours à travers l'université Laval du Canada. Donc, et je ne m'en suis pas porté mal. Oui, mais certains estiment que l'enseignement à distance a aussi des vertus sur le plan de l'économie. Les étudiants qui sont à l'université, qui s'agglutinent là-bas, les restaurants, les dépenses que l'État fait des milliards pour injecter dans l'université des facs qui ne donnent pas de résultats attendus, que si cet argent peut être utilisé ailleurs pour permettre aux étudiants, tu ne payes pas l'électricité comme tu devais le payer, économiser des bâtiments, des tables bancs, et investir peut-être cet argent pour renforcer la connexion, le virtuel pour les étudiants. Il y a quand même des avantages dans le virtuel. Non, attendez, je ne conteste pas qu'il y a des avantages extrêmement importants dans le virtuel. Moi-même, je l'utilise quotidiennement depuis 4 ans. Chaque matin, j'écris, c'est le virtuel. Mais, bon, j'ai une orientation. Mais je crois que l'enseignement à distance, c'était, oui, ça existait dans les temps. De grandes écoles existaient, on ne pouvait pas y aller. Mais je crois que tout ce qui est décrit tourne autour de l'économie, d'une forme d'économisation de quelque chose. À réinvestir. Bon, je parle de l'économie sonnante et trébuchante, donc je ne vois pas le social à l'intérieur. Alors que moi, je parle de l'idée sociale, de la perte d'un corps social et d'une animation sociale qui faisait naître autre chose. Bon, je ne suis pas nostalgique d'antan, non. Je ne suis pas du tout nostalgique d'antan. Et je ne suis pas aussi... Vous êtes inquiet que cet enseignement crée une distanciation sociale, que les liens sociaux se distendent, et qu'à l'université, il y a des vies qui sont faites là-bas, il y a des mariages qui sont faits, des connaissances, des trucs, même des étudiants étrangers, des étudiants sénégalais sont connus. Ça crée énormément une solidarité, de fraternité entre les gens. Et vous pensez que la distanciation, quand on le fait, ça peut tuer cette forme de vie sociale, c'est ça? La distance a été déjà établie depuis le mois de mai.
Donc nous sommes dans une distance presque systémique. Et si on ajoute encore l'impossibilité offerte à ce qui est engagé dans les corps de ces étudiants de s'exprimer autrement que dans le virtuel, alors que le social doit être pris en charge pour qu'il y ait une forme de mayonnaise qui bouge. Moi, je ne suis pas du tout obnubilé par la modernité. Il faut qu'on réfléchisse sérieusement sur nos capacités. Moi, en tant qu'enseignant, si je veux rester à Toubab Dialaw, j'aurais bien aimé rester à Toubab Dialaw, faire mes cours. Mais est-ce que personnellement, je peux le faire? Il y a des choses qui... Bon, même l'université virtuelle, je n'ai rien contre, puisqu'ils m'ont invité la dernière fois pour une conférence, les sociologues de l'université virtuelle. Mais elle s'appelle Cheikh Hamidou Kane. Et Cheikh Hamidou Kane a écrit L'aventure ambiguë. Nous sommes dans une aventure ambiguë. Dans le virtuel, c'est l'aventure ambiguë et on le voit chaque jour. Et donc, même les connaissances qui seront transmises par l'enseignant, mais quelle est la possibilité de vérification de l'originalité de cet enseignement? Comme il l'a dit, quel type de matière peut-on enseigner? Mais il y a d'autres matières, moi, en histoire, je ne peux pas l'enseigner quand il n'y a personne. Est-ce que ça n'aurait pas demandé une concertation entre toutes les parties, aller en profondeur des choses pour voir les avantages et les inconvénients de ce système avant de peut-être de le décider? Oui, d'accord. Peut-être que moi je ne crois pas que ces gens qui sont actuellement, ça c'est une solution d'urgence peut-être qu'ils ont prise par rapport à une situation. Bon, mais il faudrait une concertation large, effectivement, et même ça peut concerner certains et d'autres. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. C'est-à-dire que il y a à peu près 50 ans, il y a eu la méthode CLAD. Oui, il y a eu la méthode CLAD. Donc, qui était un système d'enseignement à distance. Avec la radio? Avec la radio. Où le dialogue se faisait à la radio. À la radio et des supports avec des livres, n'est-ce pas? Et ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné une génération qui parlait très bien français. Je ne sais pas si ça a servi à quelque chose, en tout cas, mais le but était à peu près atteint. Donc, au moment où, c'est-à-dire il y a 50 ans, on avait mis en place un système qui était mitigé peut-être du point de vue des moyens, mais qui avait permis d'atteindre des millions, des centaines de milliers d'élèves. Au moment où l'on parle aujourd'hui, et que les nouvelles technologies permettent tout, moi je crois que les nouvelles technologies, c'est fait pour nous, les pauvres. C'est fait pour nous, les pauvres. C'est-à-dire qu'on doit se ruer sur les nouvelles technologies pour réinventer. Ça démocratise l'enseignement. Non seulement l'enseignement, mais il y a autre chose. La connaissance. Voilà, la connaissance. Mais il y a autre chose. C'est-à-dire que, comme le dit le professeur, si là, d'un côté, on déshumanise par la distanciation, il faut maintenant créer de l'autre côté des cadres de rencontre, des cadres d'évolution de ces mêmes étudiants. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a proposé, quand on a pour le centre d'enseignement à distance, et qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, l'étudiant, il ne va pas se sentir étudiant parce qu'il ne voit pas d'autres gens, on a dit, il faudrait maintenant, dans les écoles, même si c'est un village où il y a une école, mettre en place une salle de classe qui, effectivement, va représenter l'université, un cadre donc, de rencontre, d'échange, où les étudiants vont se rencontrer. Et on est allé plus loin. On a proposé à ce que la poste soit intégrée justement dans le dispositif logistique de l'université pour pouvoir utiliser les locaux de la poste, le matériel de la poste pour pouvoir implanter donc des universités partout où la poste se trouve. Donc il est évidemment certain qu'il faut de larges concertations, qu'il faut mesurer les enjeux et fixer des étapes qui effectivement seront évaluées. La poste, c'est pour permettre que l'Internet arrive jusqu'aux étudiants, c'est ça? Oui, non, pour l'Internet. Non, c'est-à-dire, le réseau de la poste. Le réseau de la poste, moi si on me donnait la poste aujourd'hui, je ne vais plus m'occuper de lettres ou de trucs. Je vais prendre l'enseignement et le mettre au cœur de la poste. Pourquoi? Parce que la poste est partout au Sénégal. Donc c'est un immense réseau qui peut servir de relais d'enseignement d'universités locales où, par exemple, la poste va recevoir donc les cours et permettre d'inter-échanger aux étudiants. Créer donc des salles, créer des trucs et tout, et en faire des universités virtuelles
locales. Il y a certains même qui disent que la Sénélec aurait pu donner de l'Internet gratuit à tous les Sénégalais. Parce que les poteaux électriques sont conducteurs Professeur Seydina Aboubakar Ndiaye, on a largement discuté dans un truc qui l'ancien secrétaire général. Aujourd'hui, si le gouvernement veut que chaque Sénégalais ait Internet gratuitement, on peut avec les poteaux électriques de la Sénélec donner de l'Internet à tous les Sénégalais. Par exemple, mais il y a mieux. C'est-à-dire, il faut toujours, à chaque fois qu'il y a une réforme, que ce soit une réforme pédagogique, une réforme administrative, n'importe quelle réforme, il faut calculer les incidences sociales. Pour ne pas exclure l'humain du processus. Il faut toujours faire en sorte que l'humain revienne et ait une place dans ce processus-là. Mais je crois que ça, c'est par rapport à des concertations, par rapport à un calendrier bien défini dans le déroulement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais regardez, est-ce que le monde qui aujourd'hui va à une vitesse exponentielle, on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, avec laquelle aujourd'hui les gens ont peur que certains étudiants aujourd'hui soient paresseux, qu'ils ne puissent plus aller à l'école pour rechercher. Il suffit qu'ils introduisent quelques mots dans logiciel de l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir des résultats. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, la digitalisation, comme vous disiez, ne peut pas aussi avoir ces conséquences-là? Ou ça crée de la paresse, peut-être? Moi, je ne parle que de ça, en réalité. C'est-à-dire que je suis dans mon monde, hein, mais je suis aussi dans un monde qui est peut-être formé de rêves, mais qui suit une logique bien déterminée, qui est celle de faire attention à l'évolution de toutes ces machines, puisque même l'intelligence artificielle, je souris toujours, nous allons perdre tout en réalité. Tout d'un coup, nous allons devenir presque des ossements devant toutes ces machines. Des consommateurs? Non, pas des consommateurs, des ossements, j'ai dit. Ossements, oui. Non, nous sommes des ossements devant, puisqu'on est là en train, ce sont nos os qu'on est en train de manipuler. Donc, ce qui fait que moi, dès que l'humain semble disparaître de quelque part, vous êtes interpellé. Il faut que j'ai peur. Je sais que nous allons disparaître, mais ce n'est pas de cette façon-là. Puisque les guerres dans le monde résultent justement de l'évolution de la science et de l'évolution de ces technologies. Elles nous viennent du ciel. Donc, moi, c'est ça que je refuse. Je rejette souvent, mais je l'utilise quand même. C'est-à-dire que ce que je refuse, c'est qu'on nous a ramené tout ce qui est en haut, en bas. Puisque toutes les technologies que nous sommes en train d'appliquer ont déjà été appliquées sur les astres. Donc, mais on ne peut pas devenir des astres. Chacun d'entre nous est sur sa météorite. Ou bon, je ne sais pas comment, les trucs voyageurs là. Donc, moi je crois qu'il faut que, je ne le dis pas puisque je rejette. Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit tout à l'heure sur la poste. J'ai pensé à la décentralisation des amphithéâtres. Bon, comme quelque chose qui peut animer. Et ça réveille aussi la poste, puisque la poste dans tous les pays du monde est en train de chuter à cause justement de l'évolution de la technologie. Et donc, je crois que... Et la Sénélec pourrait en ce moment donner de l'Internet gratuitement à tous les étudiants partout au Sénégal. Parce qu'ils ont un réseau extraordinaire. Mais moins cher. Pas forcément gratuitement. Oui, mais moins cher. On arrête la gratuité. Oui, d'accord. Mais moins cher. Parce que dans des pays quand même développés, vous avez l'Internet partout. Vous vous connectez partout. Moi, je peux le réclamer. Puisque si je suis à Toubab Diala, je perds le réseau. À Toubab Diala, à 50 km. Donc souvent, je me dis, mais si j'habite là-bas, comment je vais... Bon, bref. De toutes les façons, je suis en accord avec l'utilisation des sociétés qui ont un étalage géographique extrêmement important et qui touchent jusqu'au petit gore, qui va permettre justement de faire véhiculer les leçons à la radio. C'était extrêmement important. Tu entendais la voix, la diction. C'est quelqu'un qui a... Et puis, c'est vrai, on venait à la radio. C'était Doudou et Fatou. Non, mais c'était... La radio, elle ne va jamais perdre son truc. Elle a envahi la technologie, non? Elle s'est développée aussi. Elle restera toujours là. C'est comme le livre, c'est comme la classe, c'est comme l'amphithéâtre. Ils resteront là. Il faut qu'ils restent là, puisque nous devons rester là. Les générations à venir ont besoin de se toucher. Ce n'est pas maintenant qu'on va créer une forme de césure entre nos corps. Nos corps doivent... Mais est-ce que nos universités n'ont pas besoin aussi d'avoir cette technologie?
Hein? Pourquoi nos universités n'ont pas aussi besoin d'avoir une technologie beaucoup plus avancée par rapport à ces cours virtuels? Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est une question d'organisation qu'il faut mettre en place pour que l'humain reste dans la technique, mais tout en le servant? Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de cela, mais l'explication de Badou est très intéressante pour moi, puisqu'il faut qu'il y ait une infrastructure réelle pour le faire. Mais nous avons l'université virtuelle, Cheikh Hamidou Kane, qui fonctionnait. Moi-même qui vous parle, j'avais des cours que je faisais en sociologie. Mais il faut autre chose, quoi. Le virtuel aussi. Le virtuel aussi, les gens trouvent qu'il y a aussi quand même des avantages dans le virtuel. Je disais tantôt dans le sens de l'économie, mais que cette économie-là peut-être peut réinjecter dans le social. C'est-à-dire aujourd'hui, 100 000 étudiants dans des amphithéâtres bondés où l'électricité coûte très cher, l'eau coûte très cher, parce qu'à l'université, tout le monde sait le gaspillage de l'eau, le gaspillage de l'électricité à l'université, le manger à 50 francs, où aucun Sénégalais n'a cette chance-là de manger à 50 francs le petit déjeuner. Tout ça, c'est de l'économie qu'on peut réinjecter dans d'autres secteurs pour créer des emplois, créer des entreprises, pour que les étudiants qui sont dans l'université puissent avoir du travail. En fait, moi, j'aborde toujours dans le sens, quand on a proposé le Centre national d'enseignement à distance, avec les mesures d'accompagnement, les mesures humaines, on a dit... Parce que l'argent qui sera économisé peut être réinjecté dans le social. Mais non, même pas dans le social, mais dans la création d'emplois et d'activités. C'est-à-dire, l'étudiant en droit, je donne un exemple sur l'étudiant en droit par exemple. L'étudiant en droit, il reçoit ses cours de manière virtuelle. Mais il faudrait le linker maintenant au monde du droit. C'est-à-dire, il faudrait en faire quelqu'un qui, dans sa localité, est en rapport avec le droit. Un cabinet d'avocat. Un cabinet d'avocat. Non, il est permanemment là-bas. C'est-à-dire que là où il a une bourse ici, là-bas, il a un job étudiant. C'est un job qui comme une bourse, qui va agir comme une bourse. C'est-à-dire il est boursier avec une bourse de stage et tout. Il va maintenant travailler, par exemple, dans tout ce qui a rapport avec ce qu'il apprend. S'il apprend du droit public, on peut le détacher dans une administration, n'est-ce pas? Oui. Bon, si c'est du droit privé, on peut le rattacher à un cabinet d'avocats. Et l'État gère effectivement ces choses-là en rapport avec les cabinets d'avocats, par exemple, pour le dire, on va vous ristourner vos impôts. Il y a des mécanismes qu'il faudra mettre en place. Mais il faut que, effectivement, comme le dit le professeur, il faudrait pas qu'on déshumanise tout, mais il faut trouver effectivement des parades pour mettre l'étudiant dans les conditions pratiques, n'est-ce pas, où il va exister, où il va être confronté au monde qu'il va affronter demain. Et à partir de là, il a ses cours à côté, il a le job qu'il fait dans ce cadre-là. Donc, c'est dans le cadre pratique, ce qui fait de lui quelqu'un qui va partir d'être un apprenti du droit, un ouvrier du droit, un technicien du droit, jusqu'à arriver à être quelqu'un qui est dans le droit. Et là, il est dans l'environnement, il est dans ce truc. Moi, je crois que c'est des mécanismes qu'il faut lier, qu'il faut inventer, parce qu'il faut qu'on se réinvente. Nous, c'est ce qui ne nous arrive pas. Ouais. Vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Badou Ndao, écrivain et médiateur social, et Abdrahmane Ngaïdé, historien et écrivain. Le deuxième point de notre débat, ce sont les changements au sein de la Sénat et des conseils constitutionnels. On a vu ce qui s'est passé dans ces changements et ce qui a suscité comme débat sur le plan politique. Quelle lecture peut-on faire, Abdrahmane Ngaïdé, de ces changements au niveau du conseil constitutionnel, où Cheikh Tidiane Koulibaly est devenu membre, au niveau de la Sénat, Doudou Ndir est parti. Certains estiment qu'on l'a défenestré parce qu'il n'a pas dû faire ce qu'il devait faire, entre guillemets. Ceux qui sont au sein du pouvoir disent qu'ils étaient à la retraite depuis longtemps, qu'ils sont restés, qu'ils auraient dû partir avant même qu'on les vire. Bon, j'avoue que je suis ça de loin, mais j'ai quand même une idée générale par rapport à cela, puisque j'écoute dans mon village, j'écoute les populations en parler. Et je crois que je vais revenir sur ce que j'appelle l'institutionnalisation de la distance.
puisque j'avais dit d'ailleurs ici dans cette Ce n'est pas le Bourou Barara? Non, j'avais dit dans cette radio plutôt que nous allons vers la dictature du droit. Et la dictature du droit, c'est l'interprétation possible du texte qui n'est jamais fixe. Et d'ailleurs, Bourdieu dit que les hommes de droit, c'est comment ça s'appelle, c'est la mascarade collective. J'ai oublié le terme exact qu'il utilise. Ça ne signifie pas que c'est des bandits, mais ça signifie que la possibilité qui est donnée à l'interprétateur est tellement ouverte que chacun y puise ce qu'il veut. Mais cela ne signifie pas que à quelques semaines d'élections extrêmement importantes, que des machines qui auraient dû être stables pour pouvoir surveiller les choses soient dans une sismicité. Ça pose problème. Moi, en tant que chercheur, je me pose ces problèmes. Et tout à l'heure, je reviens, il a parlé d'ouvriers du droit, d'ouvriers de ceci. Et c'est pourquoi je disais, je reviendrai, c'est pourquoi je disais qu'il faut que les gens viennent, parce que c'est un ouvrage. C'est en œuvrant dans le sens de la consolidation de la société qu'il faut arrêter souvent ces formes d'interprétation ou d'agissement politique ou administratif qui peuvent générer des ressentiments au sein de la société. Est-ce que le droit n'est pas devenu une arme, même sur le plan international? Il y a Ali Lady qui a sorti un livre récemment en disant que le droit est une nouvelle arme de guerre économique pour les États-Unis. Il te montre comment les Américains, avec le droit, affaiblissent les sociétés françaises pour imposer ce qu'ils veulent. Est-ce que le droit n'est pas utilisé aujourd'hui à Badou Ndao, partout à travers le monde, comme une arme? Ce n'est pas aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le droit international a fait des millions de morts, des milliers de destructions, des dizaines de guerres. Et à l'échelle locale, c'est la même chose? Mais c'est exact. Politique, c'est pire. Bon, mais moi, par rapport au problème de la Sénat, là, moi, mon opinion est que, c'est-à-dire depuis, si vous prenez l'ère Wade, vous y ajoutez les 12 ans de Macky Sall, on a une classe politique qui a disparu pour laisser la place à une classe politicienne qui... Depuis 24 ans. Mais depuis 24 ans, à une classe politicienne qui ne s'occupe que de conserver ou de conquête de pouvoir. Des prébendes. Mais voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus une logique de construction. Qu'est-ce qui a amené le truc sur la Sénat? La Sénat, elle a été obtenue de haute lutte par une classe politique consciente, mature. Les gens l'oublient. Une classe politique qui avait posé des préalables pour l'avenir. Est-ce que la classe, les politiciens qui sont là aujourd'hui, sont dans cette dynamique? Non. Parce que quoi? La Sénat ne doit pas être un problème. La Sénat, c'est un organe qui est destiné à réguler les élections en amont et en aval. Donc, on devrait, au moment où l'on parle, depuis que cet organe a été créé en 96 ou 98, je ne sais plus, on devrait avoir dépassé ce genre de débat. Que Massamba a été nommé, que Mademba ou truc, non, mais le contenu de ça, effectivement, les missions de cet organe-là devaient être assez définies pour que le président de la République, qui se trouve être aussi un acteur politique, ne puisse pas, de par ses agissements, y toucher. Au moment où l'on parle, il y a beaucoup plus grave qui se passe par rapport à l'échéance qui arrive. On n'a pas encore publié le fichier électoral. On envoie les gens au parrainage. Les gens vont chercher le parrainage sur quel fichier? Sur l'ancien fichier. Ce n'est pas sérieux. Au moment où l'on parle, les préalables devaient quoi? La Sénat elle-même devait avoir en main le fichier électoral. Donc, commencer son rôle d'arbitre en amont pour dire que, écoutez, les listes sont là, tout est là, vous allez chercher le parrainage avec ce fichier électoral. Il faudrait aussi que ce fichier qui est primordial dans l'élection de 2024, où des millions de jeunes sénégalais et de vieux ont été exclus, on ne sait par quelle alchimie, et
ils se sont levés pour voir. Parce que les chiffres qui ont été donnés, sur les 300 000 nouveaux inscrits dans les files électorales, il n'y a que 15% de jeunes qui sont inscrits. Mais pourquoi? Parce que justement, le pouvoir a joué sur la psychologie ambiante. C'est-à-dire, même en disant qu'on va réviser les listes et tout, le pouvoir sait que les jeunes ne vont pas se déplacer pour aller dans les préfectures. Qu'est-ce qui était plus simple si on veut une élection normale, apaisée, où tous les Sénégalais y participent? Que celui qui a une carte d'identité soit inscrit sur le fichier électoral. Pourquoi en exclure les uns et les autres? Ça, ce sont des calculs mesquins, des calculs très dangereux qui peuvent plonger ce pays-là à un moment donné dans une tourmente que eux-mêmes qui ont mis en place ce système-là ne pourront pas contrôler. Oui, Abdrahmane Guédé, par rapport à la Sénat, il y a certains qui disent que la stratégie du président Macky Sall, c'est de prendre des vieux retraités, de les mettre dans les institutions pour mieux les tenir. Bon, est-ce que franchement, on peut... Parce qu'on a vu les institutions au Sénégal, il y a la Sénat, il y a le CNRA, il y a d'autres structures au Sénégal où des retraités sont encore en place. Et si vous êtes retraité, vous ne partez pas, vous êtes à la merci d'un président qui peut demain vous faire des choses que vous n'aurez pas dû faire. Et si votre mandat est terminé, mais vous partez. Vous n'attendez pas qu'on vous démissionne, vous démissionnez. Peut-être c'est la gérontocratie qui... Oui, mais est-ce que ce n'est pas cette gérontocratie des vieux magistrats qui sont restés, qui on ramène en service, c'est pour mieux le tenir? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non, je ne crois pas. Je pose la question. Non, je pense que Badou a expliqué beaucoup de choses qui représentent... Mais comment peut-on expliquer que des vieux magistrats soient maintenus dans les postes? Cette question-là, elle s'adresse au président de la République. Mais je vous la pose en tant qu'analyste. Non, je ne peux pas répondre, parce que ce n'est pas moi qui nomme. Vous analysez? Moi, non, je vous ai dit peut-être que c'est la gérontocratie qui nous pèse dessus, au point que nous conservons encore, et puis bon, nous aimons très bien dire, Pabi, il faut que un petit Pabi, il y a ça aussi sur notre esprit. Je ne cautionne pas, attention. Mais ça, ce sont des institutions, hein, ça. Oui, mais c'est pas la maison, hein. Mais nous sommes dans une maison, en réalité. Et puis, en réalité, tous nos comportements relèvent justement des substituts de la maison qu'on ramène au milieu de la République. Et nous le disons chaque jour, non? On dit que le fils de télé, c'est ceci, le parent de télé, c'est ceci. Mais c'est la maison. Mais au-delà, je pense que la société, effectivement, la société est jeune et des leaders politiques jeunes sont sur la place. Des fonctionnaires jeunes sont sur la place. Il faut qu'on leur donne la réalité dans le fichier électoral au Sénégal, c'est que si vous comptez le nombre de personnes de jeunes qui sont dans le fichier, ils ne font pas 35%. Bon, ça aussi, je crois qu'il y a une chose, et c'est un jeu politique. Et je pense qu'il y a une dizaine d'années... Il y a beaucoup de jeunes qui parlent, qui n'ont pas de carte d'électeur. Oui, ils ne peuvent même pas voter. Je vous avais... Exclu, bien sûr. La stratégie d'exclusion a été mise en place. Mais justement, c'est-à-dire que ce corps-là a été utilisé pour être politique. Parce que je rappelle toujours cela. Parce qu'il y a des jeunes que nous avons rencontrés qui disaient qu'à chaque fois que nous allons pour nous inscrire, on trouve les agents administratifs sur place, ils ont des arguments pour ne pas nous inscrire. Non, aujourd'hui on n'est pas prêt, revenez demain, après-demain, et quelqu'un qui gagne pour aller en ville pour s'inscrire, il le fait 2 ou 3 fois, il n'a pas 1000 francs pour venir, il ne viendra plus. Oui, d'accord, moi, j'ai dit dans ton émission 2 fois qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Sénégal qui n'a pas été bien analysé. Quoi? En baissant l'âge du vote jusqu'à 18 ans, on a mis énormément de responsables. Et ils savent. Donc, ils vont jouer sur l'impossibilité offerte à ces jeunes de s'inscrire. Parce que j'étais dit, même dans la dernière émission, quand j'étais là, j'ai dit que ce sont les gens de 17 ans et demi qui vont voter dans 3 mois. Dans 3 mois. Donc, on a gonflé le truc électoral et les gens s'en rendent compte, les politiciens s'en rendent compte. Si ce n'est pas favorable, les jeunes ne sont pas favorables. Ils les bloquent. C'est devenu un truc... Et ça, il faut l'analyser, parce que c'est une génération qui a été bousillée en baissant l'âge du vote. Parce que 21 ans, la responsabilité à 18 ans, c'est pourquoi il y a la violence. Parce qu'ils sont responsables. Ils ont 18 ans, ils vont voter. Ils ont choisi quelqu'un, ils vont le faire. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je ne dis pas, parce que je caresse sur le sens du poil. Mon rôle dans la société, c'est de participer au développement de la pensée et à la tranquillisation de la société. S'il n'y a pas de tranquillisation, même l'enseignement à distance ne sera pas possible. C'est clair.
C'est ça, non? S'il n'y a pas de paix, aucun ne fournira d'Internet. Sans la paix, il n'y aura rien. Donc il n'y aura rien. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut penser les choses pour l'avenir. Parce que moi j'ai l'habitude de dire que la génération pour laquelle on travaille, elle est là, elle nous écoute. Mais qui doit créer les conditions de la paix? Qui doit créer les conditions pour la paix? Mais ceux qui doivent créer les conditions pour la paix, c'est en premier lieu le président de la République du Sénégal qui se trouve être M. Macky Sall au moment où l'on parle. C'est-à-dire, il y a trop de calculs, n'est-ce pas, qui ne sont pas productifs autour de la fin de son mandat, la fin définitive de son mandat. À 3 mois. À 3 mois. Et les calculs qu'il a par rapport politiquement. En fait, Macky Sall, c'est ça son problème. C'est un homme, c'est un hyper grand travailleur. Il aurait pu se cantonner à travailler ce pays parce qu'il sait faire le mieux. Mais malheureusement, ce qu'il aime le plus, c'est la politique. Et mais maintenant, il faut à un certain moment sortir de ces cadres-là, penser à ce pays-là. Parce que quoi? Comme l'a dit le professeur, le jeune qui a 17 ans et quelques mois là, dans quelques mois il sera électeur. Mais s'il ne peut pas élire, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, justement. Maintenant, il n'y a pas que lui. Il y a des gens qui ont pris sur eux, par rapport à des calculs électoraux, 2019 par exemple, d'exclure plus d'1,5 million de jeunes Sénégalais des listes électorales. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager au moment où on en a distribué les cartes d'identité comme on veut, en veux-tu, en voilà, pour constituer un stock de sécurité par rapport à tout ça? Mais ça, il faut que le président Macky Sall sache qu'il y a une conscience qui s'est développée, qu'il y a le calme actuellement, alhamdoulilah rabbil alamina, tout le monde y a participé d'une manière ou d'une autre, mais il ne faudrait pas encore redonner des combats aux jeunes. Il ne faudrait pas, et des combats légitimes. Parce qu'on ne peut pas se lever, dire que, bon, la chose la plus simple, c'est quoi? Que le Sénégalais qui a une carte d'identité est automatiquement inscrit sur le fichier électoral. Ça va. Le fait de, voilà, exclure celui-là, de sortir sans que Et puis, de jouer aussi sur la psychologie ambiante de la jeunesse. Vous parliez tout à l'heure de, non, le jeune qui se déplace à Guédiawaye. Non. Les gens qui ont mis en place ce système ont utilisé une psychologie implacable. Ils connaissent la jeunesse. Ils savent que, boy, ils sont plutôt à attendre que, bon, tu leur dis que, bon, écoutez, il y a les commissions électorales qui à la préfecture, ils se disent, oui, mais bon, tu vas chez le préfet là, ils vont t'emmerder. Ils ne vont pas y aller. Tu vas faire la queue? Oui, ils ne vont pas y aller. Ils ne vont pas abandonner leur marche de navetane pour y aller. Et ceux qui ont mis en place ce système ont intégré ça dans leur stratégie. Mais il faut que cela s'arrête. Ce Sénégal, ce pays-là nous appartient. Nous sommes des croyants. Les Sénégalais ont quelque chose en commun d'être des croyants. Personne ne peut continuer à jouer ici au demi-dieu ou au truc là. Il faudrait mettre en place les fondamentaux qui demain vont nous réconcilier. De ne pas donner à une frange de la population justement des raisons de crier leur colère ou de semer la colère. C'est de la responsabilité du président de la République. Il faut qu'il y revienne le plus rapidement possible. Il faut qu'il laisse tous ces jeunes-là, qu'on les inscrive dans les listes électorales et qu'ils votent pour qui ils veulent ou qu'ils n'aillent même pas voter. Parce que ce que ça va poser, c'est que si les gens vont à l'élection et que la majeure partie de la population est exclue de l'élection, il y a des risques terribles pour la paix sociale et pour l'avenir de notre pays. Il faut qu'on arrête de jouer avec l'avenir de notre pays. Et l'avenir de notre pays, c'est la jeunesse. L'avenir de notre pays, c'est aussi le gaz et le pétrole. Tout récemment, on a vu que BP a fait une British Petroleum, BP, la société pétrolière de Grande-Bretagne, a fait un communiqué en disant qu'elle sort du projet Yakar, le jugement Yakar, où elle était, BP, cette société majoritaire, qu'elle a restructuré ses actions à Cosmos à l'État du Sénégal. Et un débat s'est posé, parce qu'il y a une divergence entre l'État du Sénégal et BP sur la stratégie commerciale. BP veut que le gaz sénégalais qui était dans Yakar soit complètement vendu à l'extérieur, sur le plan international. Le Sénégal veut que ce gaz-là soit introduit dans les turbines de la Sénélec pour donner ça aux populations, de transformer le gaz en électricité. Une divergence existe. Les spécialistes comme Adam Cissé disent que puisqu'il y a une divergence par rapport à cette question bien précise, l'échéancier pour le gaz risque d'aller encore jusqu'à 2030.
Alors l'espoir était, pour ces jeunes-là qui prennent les bateaux qui s'en vont là, c'est que le gaz et le pétrole pourraient créer des emplois au Sénégal. Bon, c'est une longue histoire et qui encore toujours est là. Même ton développement a été long. Oui, c'est pour expliquer. Non. Je veux me baser sur ça pour dire que la discussion sera encore longue, toujours longue. Puisque, en réalité, tout ce que nous découvrons et que nous voulons utiliser pour notre propre développement, le prix est fixé ailleurs. Et c'est des institutions British Petroleum qui est là depuis très longtemps, qui savent ce qui se passe dans le monde du pétrole. Et puis, de plus en plus, que le gaz, que ce soit du gaz ou du pétrole, je crois que ça pose toujours, pour moi l'historien, ce problème de souveraineté et de prise de décision qui est confronté à un problème d'infrastructure. Si on avait les infrastructures nécessaires, on n'allait pas dépendre de British Petroleum. Il ne faut pas rêver, puisque le Nigeria lui-même, en tant que tel, il n'y a pas longtemps qu'il a commencé à raffiner. Donc, je ne dis pas que la période a changé, mais pourtant, nous semblons nous inspirer des mêmes textes qui géraient l'autre monde. C'est pourquoi je crois que ces discussions-là doivent être prises dans un fond qui prend en compte notre souveraineté, puisque si nous voulons justement que les investissements servent à quelque chose pour stopper ce que les gens appellent la migration clandestine, il faut bien que nous soyons au cœur même de la décision du financement. Puisque si nous ne fixons pas nous-mêmes nos prix et que nous ne savons pas à quel marché nous devons nous adresser pour écouler nos produits, il y a un problème. Et le marché international s'impose à nous par le biais de ces structures qui ne nous appartiennent pas et qui ont des intérêts à gagner. Donc pour le consommateur sénégalais qui s'attendait en 2024, fin 2024, d'avoir du gaz, transformer en électricité, baisser les coûts, si l'échéancier retourne jusqu'en 2030, la baisse ne va pas venir. Compte tenu aujourd'hui de ce qui s'est passé avec la subvention qui a été enlevée sur les factures, les gens se retrouvent de 80 000 francs par mois à 350 000 francs pour payer la facture. Donc on ne s'attend plus à une baisse des prix. Oui, mais quand même... Si c'est repoussé en 2030. Oui, mais quand même, bon, moi, depuis le début, moi, sur le pétrole, mon avis est clair. C'est-à-dire que... Là, c'est le gaz, hein? Non, et le gaz, hein. Je parle du pétrole et du gaz. Le président Macky Sall, on ne pouvait pas trouver mieux que ce qu'il a fait par rapport à tout ça. Il a essayé vraiment de faire en sorte que le Sénégal gagne dans cette affaire-là. Et c'est pourquoi d'ailleurs BP, dont on parle, n'est pas le BP British Petroleum, c'est BP Sénégal, oui, qui était là justement comme une société qui travaille avec Petrosen. Bon, alors, maintenant, il y a des choses qui se passent qui, comme l'a dit le professeur, échappent, n'est-ce pas, à nos possibilités en tant qu'État, parce que c'est un monde à part, le monde du pétrole, c'est un monde carrément à part. Mais je crois que l'État du Sénégal... Est-ce que le fait de dire que le monde du pétrole c'est un monde à part, c'est pas une façon de vouloir ne pas expliquer aux Sénégalais ce qui se passe, de bluffer les gens, de créer une fumée autour de tout ça? Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est pas mettre de la fumée, c'est justement des entreprises spécialisées, des majors qui sont là, qui ont leurs propres règles. Mais les populations ont le droit de savoir. Juste, c'est là où je vais en arriver. Je vais y arriver. Mais il faut se rappeler que le président Macky Sall avait appelé ici à une concertation sur le pétrole. Personne n'y est allé parce que les gens ont fait des communications négatives sur ce que le gouvernement a fait, les contrats qu'il a signés. D'autres ont dit qu'il faudrait ceci, cela et tout, sans pourtant avoir les éléments factuels, les éléments qui permettent justement d'émettre des jugements de valeur. Mais ce qu'il y a, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a, à mon avis, tout est mis en place. Vous allez en mer, le bateau qui fait le GPL, il est en place.
Donc, je crois que Alassane, il faudrait inviter des spécialistes de tout ça, parce que nous, on n'a que des informations. Mais le problème, Badou, c'est que Alassane, donne-moi une seconde. Je vais arriver au consommateur. Il veut, lui, à la fin du mois, voir si sa facture va baisser ou pas. Je vais arriver au consommateur. Voilà. Vous savez, je crois qu'il y a quelque chose aussi. Il faudrait que les gens ils acceptent cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le président de la République, en dehors de toute connotation politique ou je ne sais pas quoi, c'est quelqu'un qui, s'il pouvait donner l'électricité gratuitement, il l'aurait donné. S'il pouvait donner le gaz gratuitement, et de suite. S'il ne l'a pas fait, c'est parce que justement, il ne peut pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, je crois que le véritable problème par rapport à ces ressources-là, c'est le manque de communication. Cette communication chiffrée pour dire aux Sénégalais, écoutez, parce qu'ils en avaient fait une communication politique pour dire on va faire ceci, on va créer des emplois. Moi, j'avais fait un article à l'époque pour leur dire que, écoutez, arrêtez de nous bassiner avec les métiers du pétrole. Depuis 1961, le Sénégal est dans les métiers du pétrole, avec une raffinerie, avec les métiers du pétrole. Les métiers du pétrole, ce sont le transport, c'est le raffinage, le transport, la chaudronnerie, les stations que vous voyez là. Chaîne de valeur. La chaîne de valeur, elle existe depuis très longtemps. Il y a la pétrochimie aussi. Elle existe, elle reste, je m'excuse, toutes ces sociétés-là qui transforment le pétrole en goudron, depuis des dizaines d'années, les métiers du pétrole sont au Sénégal, ici, dans notre environnement. Tout ce que les gens voient ici, de la raffinerie de Mbao aux graisseurs ce sont ça les métiers du pétrole, qui sont différents maintenant des métiers de l'extraction qui, eux, ont leur place forte à Amsterdam, à New York, où ils prennent leurs ouvriers spécialisés. Maintenant, je vais venir à quelque chose. Ce qui pose problème pour les Sénégalais, c'est quoi? C'est le manque de communication sur, par exemple, aujourd'hui, le président Macky Sall aurait dû dire aux Sénégalais que, écoutez, on a prévu d'investir les premiers 1000 milliards dans l'agriculture. Au lieu de dire aux Sénégalais qu'on a mis en place un fonds pour les générations futures. Les générations futures n'ont pas besoin de fonds. Elles ont besoin d'infrastructures pour la formation, de transformation de l'agriculture, de la pêche et de suite. C'est-à-dire de choses qui vont changer leur vie dans le futur tout en les maintenant ici, chez eux, dans leur pays. En fait, l'industrialisation. Mais c'est ça. Industrialiser le pays. Mais c'est ça. Investir dans l'industrie. Investir dans l'agriculture, par exemple, pour dire que pendant 5 ans, investir dans l'agriculture, investir dans la citoyenneté, former un autre Sénégalais, former d'autres Sénégalais, ouvrir d'autres créneaux, faire par exemple de l'université de Dakar un centre comme la Silicon Valley, et de suite. C'est ce que les générations futures attendent de cet argent-là. Et il pose une question fondamentale que les ressources pétrolières auraient dû servir doivent servir à l'éducation des Sénégalais. Mais l'éducation des Sénégalais, c'est une question fondamentale. On a constaté, vous êtes historien, que nous sommes le seul pays au monde qui enseigne l'histoire des autres à nos enfants. Et que nos présidents et tout le monde ont complexe devant les Blancs, parce qu'on leur a appris à l'école que Faidherbe a fait fuir que Lat Dior a fui, que Cheikh Omar Foutiyou a disparu dans les falaises de Bandiagara, que Samori Touré a été battu. Est-ce que quand on apprend à nos enfants cette histoire-là, coloniale, qui leur montre qu'ils sont inférieurs, est-ce qu'ils peuvent demain être présents dans le monde, pouvoir se battre, être d'égale dignité avec les autres? Est-ce que ce n'est pas là-bas qu'on a puisé le complexe vis-à-vis des Blancs? Cette infériorité psychologique qui frappe même nos dirigeants. Nous, journalistes en général, quand on vient faire des reportages, si on est Sénégalais, s'il y a un journaliste blanc, mais on voit comment nos présidents vont aller parler au micro des Blancs. Mais c'est la même chose partout, dans tous les secteurs. Ce n'est pas une bataille, le problème là, c'est pas là-bas. Bon, vous avez posé une question, moi je suis enseignant en histoire. Oui. Je sais que ce que vous avez dit, si on l'interprète, on dit que Lat Dior a fui. Normalement, ce n'est pas une fuite en réalité, c'est un retrait. Donc, mais nous, on l'a présenté dans notre c'est pas nous qui enseignons ça comme ça. Et puis ça ne s'enseigne plus. Moi, je ne défends aucune histoire. L'histoire, c'est pour tout le monde. Donc, ce qui fait que la façon de l'enseigner peut changer. Moi, j'ai toujours
eu une idée, bon, je pense qu'on en a discuté il n'y a pas longtemps, que par exemple l'enseignement de l'histoire de l'Ajouma présenté comme djihadiste, entre guillemets, djihad, quand il dit djihad aujourd'hui dans la modernité, c'est autre chose. Ça dévalorise le combat. Le combat, qui a été mené. Le double combat qu'il menait pour moi. Culturel et puis de souveraineté. Même de souveraineté, même s'il s'est déplacé. Oui. Et en ce moment, il n'y avait pas le mbek, puisqu'il n'y avait pas de frontières. Mais moi, je veux moi, je voudrais bien qu'on aille plus loin que ça. Pourquoi, depuis les indépendances, on est incapable de changer de narratif pour nos enfants? Pourquoi on a à dire à nos enfants... Mais je vous donne un exemple. Moi je l'ai vécu. J'étais directeur de la RFM, quand on recevait des stagiaires toubabs qui venaient, mais je constatais l'obscurité avec laquelle les gens se comportaient devant ces gens-là, alors qu'ils sont venus apprendre chez nous. Mais pourquoi ce comportement? Et pourquoi on n'arrive pas à travailler psychologiquement à ce qu'on soit plus fier que ça? Moi, je pose cette question. Souvent, quand on me pose ces questions, je dis aux gens, lisez Frantz Fanon. Oui. Au lieu de raconter sa seule phrase que tout le monde récite. Mais lisez Frantz Fanon pour comprendre que nous avons besoin de psychanalyse dans nos sociétés pour évacuer ce personnage qui est à l'intérieur, qui nous tire vers le bas. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce travail? Mais ce qui nous empêche de faire le travail souvent, c'est que nous-mêmes, on ne s'écoute pas. Nous-mêmes, on ne s'entrelie pas pour qu'on sache exactement ce que nous avons produit sur nos sociétés. Est-ce que ce sont des connaissances critiques qui peuvent permettre de réveiller l'individu sans avoir de grandeur à montrer ou de bassesse à faire développer dans la société? Je crois que, malheureusement tu as coupé, mais je crois que il faut qu'on soit psychanalysé. Il faut qu'on soit attentif à ce que Frantz Fanon a fait en Algérie pour comprendre justement l'esprit et qui nous est resté. Mais nous, on ne récite qu'une seule phrase et qui fait qu'on résume l'idée qu'il y a à l'intérieur pour que nous travaillions nous-mêmes notre intérieur, pour qu'on puisse sortir de ce petit diable qui est là, qui fait que quand un blanc se présente, on est... même nous, même nous qui sommes les intellectuels, chacun d'entre nous a son toubab. Badou, cette question bien précise sur ce complexe qu'on continue à nourrir vis-à-vis de l'extérieur. Bon. Ces ravages du colonialisme et de l'esclavage dans les esprits des Africains. Pourquoi ils n'arrivent pas aujourd'hui à avoir un sursaut d'orgueil pour se prendre en charge? Voilà, moi, je dis que c'est lié à une paresse. Moi, c'est sur toutes les communications que j'ai faites par rapport à ce problème-là, moi je dis qu'on a une certaine paresse qui fait que, voilà, on a peur, nous, d'affronter nos propres démons, d'abord, parce qu'on a été, il ne faut pas l'oublier aussi, on a été des acteurs, oui, bien sûr, des acteurs dans la colonisation, des acteurs principaux, parce que quand on te parle de la colonne Lumber et Archinard, c'était deux toubabs, tout le reste, c'est des noirs. Bon. Quand on parle de l'esclavage, le toubab, il était là au bord de la mer, c'est les autres qui allaient avec un garde de folie, indil ko. Bon, donc, on a notre responsabilité dans cela. Mais, qu'importe. C'est-à-dire, il faudrait qu'on ait un idéal. Et le professeur l'a dit, on ne s'écoute pas, on ne se lit pas, on n'a pas de connexion. C'est-à-dire, nous, le noir, l'Africain qui existe, c'est celui qui veut prouver aux Blancs que je peux être comme vous. Mais ce n'est pas la preuve par les panafricanistes. Et l'Africain qui est là, qui a les pieds bien enracinés dans son truc, il n'a aucune chance de se faire entendre des autres. Donc nous, on joue à la victime, on est des victimes et on est d'accord sur notre sort. Le temps que nous avons pas terminé, c'est dommage, on aurait pu faire cette émission parce que c'est important l'éducation, c'est important que les Africains arrivent à se départir du complexe, à savoir qu'ils sont des êtres humains, qui sont capables de faire des merveilles. Et bien il faut qu'ils changent l'histoire coloniale qui est enseignée par des radios coloniales qui sont ici au Sénégal, que je ne vais pas nommer. Merci infiniment à Biran Sissé qui est à la technique, Badou Ndaw, écrivain et médiateur, Abdrahman Guédé, historien aussi et écrivain. Bon dimanche à tous.